What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Welcome si c'est ta première fois sur le podcast. Et merci d'être là à chaque semaine. Tu es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, une autre conversation awesome avec un invité spécial. Je reçois Patrick Gagnon avec qui on va jaser de ton alcool, tes cigarettes, ta nutrition, ton foie, ta mobilité et d'autres sujets en lien avec ta santé, tes habitudes de vie et tout ça. Je suis Patrick sur Facebook depuis quand même assez longtemps et j'ai toujours trouvé ses publications super intéressantes. C'est quelqu'un qui vulgarise, qui défait des mythes, qui simplifie des concepts parfois complexes et qui va t'aider aujourd'hui à avoir des pistes de réflexion et des prises de conscience sur peut-être certaines choses que tu fais en lien avec ta santé. Ça va sûrement piquer ta curiosité, donc n'hésite surtout pas à aller le suivre par la suite sur les réseaux sociaux. J'ai mis les liens là, dans la description du podcast pour en apprendre plus et bénéficier de ses connaissances, son expertise, sa sagesse et un petit peu de son sarcasme aussi. Vous le savez, moi aussi, j'aime ça faire des petits exemples avec bien du sarcasme. Donc, on a bien connecté à ce niveau-là. On a eu une super conversation. Je suis vraiment reconnaissante de vous la présenter aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, du feedback pour nous à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Et qui sait, on fera peut-être une partie 2 avec vos questions là, dans le futur. Alors sur ce, bonne découverte et bonne écoute. Donc, bienvenue Patrick dans cette conversation awesome. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci beaucoup Claudia, ça va super bien toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps que je te suis sur Facebook et je trouve tes posts très, très intéressants. Beaucoup de bon sens, beaucoup de vulgarisation, beaucoup de mythes qui sont défaits. Et c'est un gros objectif, moi, dans mon coaching et dans mon podcast, de faire ça aussi. Alors, je suis très contente de pouvoir pick your brain aujourd'hui dans cette conversation. Merci pour la belle invitation, c'est très gentil. Écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt à essayer de passer ce que je connais aux gens, mais surtout de démystifier ça puis de le faire dans un langage que les gens peuvent comprendre. Tu sais, je dis toujours, si je peux expliquer à mes parents puis qu'ils comprennent, je sais que je suis sur la bonne voie. C'est ça. Fait que ma première question, j'ai envie de te demander comment tu connais tout ce que tu connais? T'as toujours été dans ce domaine-là, toujours été curieux, toujours fait ce genre de recherche-là, de travail-là? Ou... Ah non, c'est un accident total. OK. Un déraillement de carrière, en fait. J'ai étudié en littérature au collège Lionel Groulx, fait que si tu trouves que j'écris bien les petits articles, c'est à cause de ça. J'en ai fait pas mal de l'écriture rendu là. Puis je suis allé en traduction. Puis j'ai détesté ça. Ah ouais, hein? C'est bizarre parce que j'en fais quand même beaucoup présentement dans mon travail. Mais non, c'est ça, je tripais pas, fait que j'ai arrêté. Puis mon autre intérêt, c'est pour la thérapie manuelle énormément, tout ça. Fait que je me suis dit, je vais prendre un an, puis je vais essayer de rentrer en physiothérapie. Sauf que là, au bout de l'année, c'est comme, j'ai deux choix. Soit je commence par la voie du cégep, puis il fallait que je recommence parce que mon deck me permettait pas de rentrer dans quelque chose où les sciences étaient contingentées. Mm-hmm. Ou j'allais en kinésiologie, puis je rentrais par la voie universitaire. Fait que j'ai fait comme beaucoup de physio. Ils ont rentré en kinésiologie pour augmenter leur note, puis après ça, au bout d'un an, 2 ans, tu les vois plus. Ben moi, non, j'ai trippé ben raide. Je me suis dit, mais c'est génial, ça. On va faire un bac là-dedans, puis continuer. Puis à partir de là, ben j'ai trippé. Puis bon, écoute, je pense que tu vois en arrière de moi, là, fait que... Il y a bien des livres. C'est un héritage de mon passé de nerd. J'ai toujours beaucoup lu. C'est énorme. Fait que j'ai transféré ça à ma nouvelle carrière. Donc, c'est de là que tout a déboulé. J'ai eu la chance de tomber sur des bons mentors. Jean Poliquin, Christian Thibodeau, Pierre Roy, pour en nommer quelques-uns. On a la chance d'avoir des très, très, très bons coachs au Québec.
Sérieusement, la qualité est de loin supérieure au pied carré par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Mm-hmm. Super intéressant. Je trouve ça drôle parce que moi aussi, je suis comme une des rares, entre guillemets, qui a fait le bac en kin au complet parce que j'aimais ça, puis je tripais, puis tout le monde s'en allait ailleurs, là, tu sais. Exact. Je pense, en fait, que c'est pour ça qu'ils ont, à Trois-Rivières, maintenant, ils offrent une maîtrise en thérapie du sport. Pour les kinésiologues, je pense que c'est pour essayer de faire une petite les garder dans le bac, c'est ça. Donner une avenue thérapeutique à ce que nous autres on fait, qui est peut-être un petit peu plus légitime. Tu sais, moi, j'ai fait ensuite le DESS en exercice thérapeutique à Sherbrooke, qui est excellent. J'ai fait ça, moi aussi. Ouais, hein? Fait que, on a l'histoire de Pascal à se raconter. Ah, Pascal. Ouais. Ah, c'est très cool, mais ouais, c'est ça. Mais c'est super intéressant parce que moi, au début, quand j'ai décidé de continuer avec le DSS, je me disais, je me vois pas vraiment travailler justement en thérapie entre quatre murs. Après mes études, je suis partie voyager. Finalement, ça a complètement changé au niveau de ce que je voulais faire dans ce domaine-là. Mais je me disais, à la limite, ça va juste faire de moi une meilleure kinésiologue, tu sais, parce que, mettons, on parle de l'anatomie, de la biomécanique, on va en parler après parce que je sais que tu es passionné par la biomec. Mais tu sais, un cours dans le bac. Après ça, à la fin de ton bac, tu te souviens-tu spécifiquement de certaines choses? Fait que moi, je trouve que le DESS, même si j'ai pas pratiqué la kinésithérapie en soi, ben, ça m'a permis d'être une meilleure kin en général. Là, je suis en virtuel depuis 6 ans. Fait que j'en ai vu passer du monde dans les 15 dernières années. Je peux prévoir puis anticiper, tu sais, leur douleur ou leur débalancement musculaire. Puis, fait que c'est cool qu'il y a ça aussi maintenant à Trois-Rivières. Je pense que c'est une belle continuité pour les kins. Honnêtement, je pense que faire les deux options, le DSS à Sherbrooke puis la maîtrise en exercice thérapeutique, en thérapie du sport, tu sors de là puis tu as plus d'armes que la plupart des physiothérapeutes qui sortent. Puis je dis pas ça par manque de respect pour nos collègues, c'est juste que la kinésiologie, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense, peut-être beaucoup plus puissant que ce que beaucoup de ceux qui ont fait le bac pense, parce que ça offre des perspectives sur à peu près tous les autres domaines de la santé. Honnêtement, si demain matin, je tombe ministre de l'Éducation ou de la Santé, je dis, faites le bac en kin, puis après ça, tu t'en vas médecin, tu t'en vas infirmière, bachelière, tu t'en vas physio, tout ça. Ça serait une continuité à la maîtrise, mais avoir la perspective du mouvement humain dans pas juste un minimum à avoir, mais aussi dans une optimalité, c'est quelque chose de très précieux, puis c'est quelque chose qui est pas très fréquent dans les autres domaines, c'est bizarre. Tu sais, je veux dire, tant que la petite madame qui est blessée à l'épaule est capable d'aller au-dessus de sa tête pour chercher des boîtes ou ranger des assiettes, peu importe, ou que le monsieur il a pas trop mal dans le dos, ben, on est correct. Non, nous autres, la plupart du temps, on va dire, non, il faut que tu sois capable de retourner à un peu plus que ça. Tu sais, les activités de la vie quotidienne, c'est bien beau, mais vient un temps où tu vas vouloir partir à courir pour quelque chose, tu vas vouloir jouer avec tes petits-enfants, tu vas vouloir me pelleter, ne serait-ce que juste passer la souffleuse, on rit, mais ça prend un bon gainage. Ouais. Après des gros problèmes aux abdominaux, c'est pas évident. C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes. Je trouve qu'on est dans une société qui normalise beaucoup de symptômes ou qu'il y a des standards de santé qui sont assez bas. Tu sais, moi, j'aime bien dire dans mon discours, dans ma philosophie de coaching, non, c'est pas normal d'avoir mal à la tête à la fin de ta journée. Non, c'est pas normal. Moi, je coach beaucoup des femmes, tu sais, d'avoir des gros symptômes prémenstruels quand tu vas avoir ta semaine du mois. Non, c'est pas normal d'avoir la difficulté à sortir du lit le matin. Non, c'est pas normal de te réveiller 3 fois, tu sais. Puis dans ton cas, l'exemple que tu viens de donner, non, c'est pas normal que quand tu éternues, t'ailles un entorse lombaire, là, tu sais. Fait que je trouve les standards sont assez bas, malheureusement, sur notre santé, tu sais, notre mode de vie, notre énergie, notre vitalité. Oui, je pense que c'est planétaire. On a là, c'est de même, c'est les petits aléas de la vie, un peu trop facile, tu sais. Pour illustrer ça, à un moment donné, j'ai eu un choc, mais un choc total. C'est un couple qui rentre, puis le monsieur veut s'inscrire au gym. C'était moi qui étais au bureau à l'entrée. Fait que là, je fais son inscription, tout ça, puis je rentre dans le fameux QAP. Quoi de plus classique? Fait que là, je pose des questions, les 7 questions, non. Puis là, sa femme, elle dit, hey, attends un peu, là. Puis le monsieur, lui, dans sa tête, il est en santé. Ça allait bien. Ouais. Finalement, c'est parce qu'il prenait une tonne de médicaments. Il était à risque de chute, de ci, de ça. Je dis, écoutez, là, je vais vous donner un XAP, puis allez voir votre médecin parce que ça presse.
Et lui, dans sa tête, non, aucun problème. Bien, risque de chute, diabétique, hyper tendu, 2-3 autres problèmes que je me rappelle pas. Mais non, avec tous ces médicaments, aucun problème. Écoute, je veux dire, un petit problème, puis tu te fais mal ou tu te coinces ou tu subis une chute. Un endroit où il y a plein de coins en métal, c'est pas un bon moment pour faire une chute puis une petite perte de conscience, même si tu tombes pas à terre. Tu sais. Oui, exactement. C'est un bon exemple qui démontre justement que c'est assez commun, tu sais, puis que les gens souvent on prend ça un peu pour acquis, puis qu'on s'en rend même pas compte que ça peut être problématique. Ouais. C'est quoi notre responsabilité individuelle pour améliorer cette situation-là? Puis c'est quoi, selon toi, notre responsabilité collective pour aider la santé des gens? Puis je sais qu'on pourrait en parler pendant 10 heures, là, puis c'est complexe, mais... Ouais. C'est une grosse question parce qu'honnêtement, je pense que la pandémie va avoir redéfini notre définition de ça parce qu'on est vraiment en train de se dire, écoute, les gens qui meurent, c'est statistique, c'est prouvé, c'est les gens qui ont un surplus de poids conséquent, c'est les gens qui sont âgés, c'est les gens qui ont 2-3 comorbidités avec ça. À partir de là, tu te dis, oh, OK. Mais tu sais, même à ça, je veux dire, c'est un tout autre sujet, mais tu regardes les stats de la pandémie, tu te dis, on dit ça a fait ouvrir des gens parce que, bon, c'est un choc sociétal planétaire. Mais les stats de la pandémie restent quand même en deçà de tabagisme, restent en deçà de diabète, obésité, de toutes les maladies qui sont associées au surplus de poids. Fait que là, tu te dis, oh, ouais, OK. Tu sais, c'est quand même en un an. Je calculais ça l'autre jour pour une discussion, puis en un an, c'est quand même le tabagisme lui-même, c'est 4 fois la pandémie en un an. Comme mort. Fait que la réponse à tes questions, c'est très compliqué, mais même à ça, je pense que ça va être appelé à être redéfini dans les prochaines années. Je l'espère, en tout cas. Beaucoup de responsabilités individuelles, surtout dans les sociétés où, comme nous autres, on a la chance d'avoir un bon filet social pour point de vue de la santé. Ça veut pas dire que tout se règle avec une petite pilule, une petite granule. Ça veut pas dire non plus que... Amen. Eh oui, hein? Ça veut pas dire non plus que t'as pas de responsabilité par rapport à ça. Puis tu dis ça, en même temps, faut penser dans un coin de ta tête, OK, hey, tu regardes le guide alimentaire qui est massivement inadéquat, mais qui dit quand même de manger une tonne de fruits et de légumes. Tu vas à l'épicerie, puis le chou-fleur est 5 $. T'as 2 adolescents à nourrir qui vident un frigidaire en 30 secondes. Ça part pas bien. Fait que, tu sais, à partir de tout ça, là, t'es là, puis t'es... Ouais, on est dû pour une discussion solide. Avoir un jardin, ça commence à être une bonne idée. Prendre une marche 1 ou 2 fois par jour après les repas, c'est pas juste une bonne idée. Surtout avec les études qui ont été calculées sur le nombre de pas par jour versus la survivabilité des gens sur à peu près tous les paramètres de santé. Donc là, tu te dis, ouais, on va investir chez Yellow, je pense. Ma santé commence par là. C'est ça. Est-ce que, vu qu'on est sur le sujet, là, 10 000 pas, là, c'est-tu vraiment ça ou qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qu'on devrait faire? En fait, c'est même probablement le minimum. C'est plus que j'ai vu un très beau tableau. Puis je pense que ça allait jusqu'à 26 000 pas. Ça partait d'à peu près le 2 000 qu'on fait pour se rendre du divan au frigidaire par jour. Versus quelqu'un qui va marcher jusqu'à 26 000 pas. Puis il y a une courbe qui est exponentielle. Donc, à partir d'un point d'inflexion est entre 10 à 12 000 pas par jour. Okay. Mais même à ça, en faire plus, tu vas continuer à avoir des bénéfices total là-dessus. Donc, c'est irréaliste de dire que tout le monde devrait marcher plus de 20 000 pas par jour. Mais un 10 000, c'est à peu près 1h30 de marche par jour. Mais tu sais, ça peut être 1h30 de marche dans tes activités. Ça peut être faire l'épicerie, ça peut être un paquet d'affaires. Les gens pensent que, mais j'ai pas 1h30 dans la journée. Mets-toi un podcast dans les oreilles, prends sur ton cellulaire, puis un podcast, là, regarde pas ton écran pendant que tu marches, s'il te plaît. Ça, c'est un autre facteur de risque, mais mets-toi un podcast dans les oreilles, va marcher une demi-heure, 45 minutes, puis après ça, trouve des moyens d'être plus actif dans ta vie quotidienne, dans ta journée, de prendre des marches pour laisser l'ascenseur souffler un petit peu pour elle, tu sais, tout ce genre de choses-là. Fait que c'est des choses qui sont tellement bêtes qu'on est rendu à se dire, bon, c'est trop niaiseux, pas grave, je suis fatigué, je l'ai mérité.
Je pense que c'est ça. C'est un reflet, puis tu sais, on est dans une société qui va toujours nous pousser au plus facile. Parce que le plus facile, c'est une solution qui peut se vendre. Une solution qui, t'as quelque chose à acheter, t'as un petit paiement à faire. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait les barres de chocolat qui faisaient juste 100 calories. Ouais. Puis la fille disait, j'ai marché mon chien aujourd'hui, j'ai monté des escaliers, j'ai mérité mon petit sucré. C'est tellement wrong sur tous les paramètres. C'est exactement comme ça. Puis c'est pas parce que ta petite barre de chocolat de 100 calories, c'est un problème. Mais c'est la mentalité qui vient avec ça, qui est appliquée sur absolument tout. Je veux dire, est-ce que fumer, c'est mal? Personne n'est mort d'une cigarette. Mais au bout de 10 ans, un paquet par jour, l'emphysème commence à rentrer, puis tu sais, ça déboule à partir de là, c'est exactement la même chose. C'est tout pareil. Ouais. C'est je me suis sauvé de 2000 pas, je me suis stationné proche, puis j'ai pris un petit kart dans les allées, tu sais. Toutes ces choses-là. Ouais. Puis je pense que ça va, ça va dans les deux sens, tu sais, c'est comme tu dis, une cigarette, ça te tuera pas nécessairement, mais c'est l'accumulation de toutes les cigarettes que tu fumes à tous les jours qui va amener des effets très, très néfastes. De l'autre côté, une petite marche de 10 minutes, c'est pas ça qui va te rendre en méga shape, mais toutes les petites marches que tu fais à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, après 5, 10, 20 ans, ça fait une différence sur ton physique, sur ton bien-être, sur ta santé, sur ta vitalité. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, puis c'est un bon mauvais exemple, c'est on a tous pris un verre d'alcool une fois de temps en temps, mais on n'est pas des alcooliques, puis on n'a pas la cirrhose du foie parce qu'on va boire une fois par semaine, admettons. Mais c'est quand ça déboule à partir de là. C'est là que l'exemple de la cigarette vient comme une espèce de miroir sombre là-dessus. Il y en a qui sont capables de fumer une cigarette et pas d'embarquer là-dedans, mais la plupart du temps, c'est une pente glissante très savonneuse, puis elle t'applique la côte. C'est la même chose. On devrait traiter à peu près tous les petits plaisirs ou les occasions un peu avec cette même mentalité-là de une fois de temps en temps. Mais comme j'explique avec les clients, une fois de temps en temps, c'est pour tout, pas chacun son bord. Tu sais, je mange la pizza une fois de temps en temps le mardi, mais le mercredi, c'est les tacos. Puis le jeudi, c'est les hamburgers. Tu sais. T'as un de temps en temps pour tout qui finit par être tout le temps de la cochonnerie. Oui, tellement. Puis on parlait de responsabilité sociale aussi tantôt, je veux dire. Ces substances-là et ce genre d'aliments-là sont faites littéralement pour que le consommateur en achète plus. Et ça commence très, très jeune, tu sais. Donc, je me souviens, j'avais écouté un podcast puis ça l'avait blow my mind. Il expliquait comment il créait certains aliments puis il appelait même pas ça de la bouffe, là. Eux, ils appellent ça des science projects pour qu'il y ait le pourcentage de sucre, de gras, d'air, même, mettons, dans la chip, que dès que tu touches à ta langue ou que tu prends le premier morceau, tu mastiques ta première bouchée, le signal que ça envoie à ton cerveau, les hormones que ça sécrète, t'as l'impression que tu manges 0 calories, fait que tu continues à manger parce que tu manges l'air. Fait que c'est littéralement fait pour qu'on achète, pour qu'on remplisse les portefeuilles de ces grosses compagnies-là, mais malheureusement, ils font pas ça avec des pommes, tu sais, ils font ça avec des aliments qui sont néfastes pour la santé. Ah oui, ça devient... La nature n'a pas encore rattrapé la science humaine pour ce genre de choses-là. Tu sais. On peut s'arrêter de manger une pomme après en avoir fini une, mais une Doritos, je connais pas personne qui s'est arrêté à ça. Là, tu sais. Mais c'est parce que la Doritos a été scientifiquement ingénieré pour ça. C'est carrément ça. Donc, tu sais, on a la chance d'avoir au Québec des super bons vulgarisateurs scientifiques pour ça. Mathieu Boulay, Mathieu Bouchard. Ouais, on a eu Mathieu sur le podcast il y a quelques semaines, quelques mois. Fait que si vous écoutez, vous n'avez pas entendu cet épisode-là encore, allez voir sur le podcast. Mathieu Bouchard, c'était vraiment une belle conversation. C'est une bible, ce gars-là, tu sais. Tu vois les neurotransmetteurs avec le système de dopamine, puis tu comprends que c'est là que tu dis, hey, écoute, la dopamine, c'est pas le système récompense, c'est le système d'aller chercher quelque chose, tu sais, de se mettre en mouvement. Mais là, t'as pas de mouvement à chercher. Le sac de Doritos, il est là, t'as juste ça à faire. C'est vite que quand tu fais ça, ben là, tabarnak, le fond est déjà rendu. Puis tous les aliments produits pour la masse, c'est ça. Donc, le jour où les légumes puis les fruits vont être comme ça, Big Agro, ça va être notre plus grand allié, mais on n'est pas rendu là. Puis Je sais pas si on va voir ça de notre vivant. Peut-être que c'est pas une bonne idée non plus, parce que des aliments Frankenfood, on en a déjà assez, tu sais. Ouais, c'est ça.
Ah, t'as mentionné l'alcool, puis t'avais publié une série de publications sur ton Facebook sur l'alcool que j'avais trouvé super intéressant. C'est des questions que j'ai souvent de mes clientes. Hein? Ben là, je devrais-tu couper mon vin au complet? Souvent, on va avoir le discours juste la fin de semaine. Ou Claudia, qu'est-ce que je devrais boire? C'est-tu mieux le vin, le gin? Bon, ma bière, tu sais. Moi, je bois, mettons, 3-4 apple cider par année. Juste parce que c'est la seule alcool que j'aime le goût. Mais sinon, je bois pas. J'ai bu, bon, quand j'avais 18, 19, 20 ans, là, puis on sortait un peu, là, des petits shooters puis tout. Mais depuis... C'est ça, exactement. Mais depuis à peu près 2015, c'est ça. Tu sais, je peux compter sur une main le nombre de consommations que je bois par année. Fait que j'ai souvent pas les réponses à ces questions-là parce que je les connais pas, les alcools. Bon, je sais que, tu sais, du vin rouge, c'est du vin, mais tu sais, de la bière, c'est de la bière, puis tu sais. Mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont ce genre de réflexion-là? Qu'est-ce qui est mieux à boire? Qu'est-ce qui est peut-être moins bon? Calories, sucre, effet sur le métabolisme, effet sur la perte de gras, effet sur les performances. Ouais, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. La première question, c'est pourquoi tu bois? Pose-toi la question. Yes! Pourquoi J'adore ça. Fait que, tu sais, tu as mentionné le petit verre de vin en rentrant, puis c'est pas pour catégoriser personne, mais c'est très populaire chez ma clientèle féminine. Mm-hmm. Tu sais, le petit verre de blanc en rentrant qui devient 2, puis après ça, on en... Ben, tu sais, je veux dire, il faut pas qu'il bouchonne le vin, là, tu sais. C'est ça, t'as aussi bien de le finir. Ben là. Fait que, pourquoi tu bois? Puis, il y a une valeur dans tous les gestes qui peuvent déstresser la vie. Mais à ce moment-là, c'est de prendre en compte que si tu fais ça pour déstresser, peut-être que ton problème, c'est le stress et pas l'alcool. Il faudrait que tu résolves ça à la source. Donc, avoir des solutions un petit peu plus proactives pour ça, qui sont quand même le fun, mais qui sont pas nécessairement, puis qui deviennent des habitudes, qui sont pas nécessairement un fardeau pour toi, ça va être un gros pas en avant. Puis, déculpabiliser aussi. Tu sais, c'est correct de prendre un verre. C'est quand ça devient une habitude. Je prends toujours l'exemple de la cigarette parce que c'est probablement la meilleure chose. Si tu es du genre à prendre une cigarette, t'acheter un paquet quand tu vas dans le party puis que tu en as 3-4 par année, pense-y même pas, ça vaut pas la peine. Là, si c'est une mauvaise habitude, personne ne va t'applaudir pour ça. Mais il n'y a pas personne qui est mort du cancer du poumon à 4 paquets par année. Mais la même chose avec l'alcool. Sauf que si tu fais ça pendant des grosses périodes de stress, puis Dieu seul sait que des périodes de stress, depuis les 2 dernières années, on en a vécu. Fait que là, tu commences à dire, ouais, ça fait longtemps d'affilée que la SAC me donne une carte de fidélité, là. Fait que c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, commence par t'interroger sur tes raisons d'avoir ce geste-là. Puis, pas de culpabilité non plus, parce que la culpabilité, c'est très mauvais pour un changement d'habitude. Fait que, culpabilise pas avec ça. Sois conscient. C'est la première chose à faire. Ensuite, y a-tu moyen de moyenner à prendre un verre de temps en temps puis de faire ça mieux, plus santé? Ben là, oui, absolument. T'sais. Est-ce que tu as raison de le faire? Ben ça, justement, avec ma série de petits articles, on s'est rendu compte que, ouais, le problème avec l'alcool, c'est que c'est pas nécessairement un nutriment. C'est-à-dire que l'alcool en lui-même, pas la boisson dans laquelle il vient, qu'on ne sait pas grand-chose de très bon pour le système humain, ça fait que ça mobilise les ressources du foie. Et pendant ce temps-là, le foie, il peut pas faire 2 choses très importantes, la lipolyse et la lipogénèse. C'est-à-dire que si tu prends pas du poids présentement, c'est que tes deux processus de perte de gras, qui est la lipolyse, puis de gain de gras, qui est la lipogénèse, sont en équilibre. Ton poids ne bouge pas. S'il y en a un qui monte, ben tu vas aller dans ce sens-là. Puis s'il y en a un qui monte et l'autre qui descend, ben, tu vas avoir un effet encore plus fort dans celui qui monte. Idéalement, tu veux que ce soit la lipolyse qui monte, le fat burning, brûler du gras, puis que l'hypogénèse diminue. C'est comme ça qu'on va devenir plus svelte. Mais si l'alcool peut bloquer la lipolyse puis va augmenter l'hypogénèse, ben, tout ce que tu vas manger pendant ce temps-là a plus de chances d'être stocké sous forme de gras, puis tu vas en même temps diminuer ta perte de gras. Donc, je ne connais pas personne qui a pris de l'alcool puis qui s'est défoncé d'un brocoli en même temps, tu sais. Fait que c'est un petit peu facile d'abuser du nachos, surtout que là, tu sais, généralement, tu as du fun quand tu bois. Qu'est-ce qui accompagne mieux un bon verre de vin ou de peu importe ce que tu aimes qu'une bonne bouffe? Que ce soit
tu regardes du sport avec justement les fameux nachos, les ribs, tout ça, ou que tu sois avec une petite bouffe entre amis, c'est une atmosphère détendue, tout ça, puis c'est les calories, on calcule pas dans ce temps-là. Ça compte pas. Et voilà, tout ce que tu manges quand t'es pacté, ça compte pas. C'est ça. Donc, c'est super intéressant. Si tu es capable de prendre de l'alcool avec modération, dans le contexte d'un repas qui est pas trop calorique, qui est bon, qui est goûteux, mais qui est pas trop calorique, pas trop riche en gras, même si c'est des bons gras et en glucides, ça va faire un bon pas en avant pour t'aider. Si tu prévois une bonne grosse bouffe, essaie de boire plus tôt dans la journée puis de pas boire dans les 4 à 6 heures qui vont suivre. Ça va être mieux. Pas idéal, mais mieux. Et pour le reste, ben là, il y a toutes sortes de cocktails. Il y a une mode qui s'appelle les mocktails, qui sont des cocktails avec sans alcool. On retrouve le goût de ça, avec les bitters, tout ça. Il y a la mode aussi des alcools où on va pas avoir de calories dedans, mais juste des arômes, des saveurs, tout ça. Il y a moyen, moi j'utilise beaucoup les huiles essentielles, entre autres, avec ça, pour faire des trucs de sangria, là. C'est ça, le party serait heureuse. Ouais, c'est vraiment génial. Fait que tout ça, c'est des solutions pour être proactif comme tout le reste. C'est pas de la magie. Ça viendra pas non plus des industries qui ont un avantage financier à ce que tu sois consommateur, généralement. Tu sais, la SAQ a beau dire l'alcool a bien meilleur goût, ça leur empêche pas d'avoir des SAQ dépôts puis des cartes de fidélité, puis des rabais pour l'achat de grosses quantités. Donc, tu sais. Oui, c'est clair. Des social, moyen. Merci, c'est super intéressant. Tu sais, c'est ça. Le why, le pourquoi, donc pourquoi on fait quoi, pourquoi on fait tout dans la vie, là, c'est tellement important, l'intention derrière, quelque chose à retenir, tu sais, puis la façon que tu expliques aussi ce qui se passe dans le foie, parce qu'il y a de l'inflammation aussi qui peut être créée. Des fois, j'ai des clientes qui me disent, mon Dieu, j'ai pris 2 verres, puis le lendemain matin, j'ai 4 livres de plus. T'as pas nécessairement pris 4 livres de gras dans ta nuit, mais les effets que ça peut occasionner sur l'inflammation, sur le foie, sur la digestion, sur l'absorption des aliments, c'est ça là qui peut amener des effets néfastes et difficiles sur ta perte de gras si c'est ton objectif. Ben, généralement, c'est pas rien que l'objectif, c'est aussi de pas prendre du gras si tu veux pas en perdre au moins, tu sais. Exact. Mais le fait que l'alcool va affecter énormément le foie, on sous-estime pas tout ce que le foie fait. Le foie est énormément impliqué au niveau de la production d'énergie aussi. Donc, quand tu te lèves le lendemain puis que j'ai plus le corps que j'avais quand j'avais 20 ans, je pouvais boire toute la nuit, puis je me levais, j'étais correct. Après 2 verres de rouge. Ouais, mais c'est parce que ton foie, lui, est pas aussi en forme. Il a accumulé du millage, c'est sûr, mais pas juste ça. Pense à toutes les substances qu'on absorbe. Pense à tout ce que tu as mangé. Pense au stress aussi. Donc, c'est vraiment une question de si tu te lèves croche le lendemain, c'est pas rien parce que tu n'as pas assez dormi, puis que tu n'as pas bien mangé, puis pas bu assez d'eau, là. C'est parce que le foie, c'est au moins aussi important que le cerveau, là, tu sais. Si tu regardes les politiciens, on peut vivre sans cerveau, mais on peut pas nécessairement vivre sans foie. Ouais, le foie, c'est mon organe préféré. Comme c'est fascinant toutes les fonctions que le foie fait. Et je donne souvent l'analogie, c'est comme si le foie, il est en surentraînement ou il fait du temps supplémentaire. On lui donne jamais de break. Parce que justement, il est responsable ou il aide tellement de fonctions dans le corps qu'il est tout le temps en train de travailler puis essayer de reprendre le dessus. On lui donne jamais le temps de prendre le dessus, justement, tu sais. Ouais. Ben, c'est comme le cœur. Écoute, faut pas qu'il arrête de travailler. S'il prend un break, là, ton break risque d'être long, tu sais. Mais c'est une question de pas le faire rusher outre mesure. Il y en a qui avec la logique de écoute, on va le faire travailler un peu, il faut l'endurcir. Ouais, non, c'est pas de même que ça marche. Tu sais, le principe d'Hormèse, là, ton foie, il est pas fan, disons. Ton foie, il est pas trop, il est pas big là-dessus, ben. Donc, prenons soin de notre foie, c'est important. Oui, c'est peut-être une des choses que les fameuses cures de détox, c'est généralement de la cochonnerie, mais ça peut vraiment avoir un effet bénéfique pour juste donner un petit boost au foie une fois de temps en temps. Ça peut être sympathique, mais c'est tellement mal fait, tellement mal géré, tellement de limites puis de niaiseries avec ça. Là. Ah, tellement. Ah oui, prends mon extrait de radis noir et d'un coup, tu vas perdre 20 livres. C'est ça. Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Ah ouais, j'aime ça, on a le même genre de sarcasme autour de ces affaires-là. J'ai fait un épisode de podcast en décembre 2021 sur un nettoyage de foie que moi j'avais fait. Puis je parlais de justement les leçons que j'avais apprises, puis le protocole, puis tout ça. Puis justement à quel point il y a tellement de scrap puis de protocoles qui sont dangereux, là, tu sais, même qu'on trouve sur Instagram et compagnie, tu sais. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire à peu près 2 fois par année. J'ai fait différentes choses. J'ai fait, mais toujours accompagné naturopathe ou coach en nutrition, toujours avec des produits naturels, utiliser la nourriture, pas ton petit thé détox que c'est ça, tu payes 400$ puis que c'est ça, un laxatif pendant 3 mois. Donc, il y a des façons sécuritaires et efficaces de donner un petit coup de pouce à notre foie sans tomber dans ce genre de détox miraculeux, mais peut-être un peu dangereux des fois, là. Puis en fait, la détox, ça devrait être à l'année longue. Tu sais, il y a tellement de fruits, de légumes, de plantes que tu peux prendre sous diverses formes, entre autres en tisane, qui vont aider et soutenir, et c'est normal. Tu sais, c'est l'alimentation riche et variée. Puis on se rend compte que le concept de super aliment, finalement, c'est là que c'est niaiseux, parce que tout ce qui est bien fait est un super aliment. C'est juste qu'on veut pas dire qu'il y a des aliments de marde et des aliments qui sont des aliments tout court. Tu sais. Ah ouais, c'est avec les superfoods, hein. C'est très, très marketing et influenceur. Ah, écoute, tu savais, tu vas vivre jusqu'à 250 ans mangeant des bleuets, tu sais. Ah ouais. La preuve, tu sais, mes parents viennent du lac Saint-Jean, ils sont bien conservés. Voilà, c'est grâce aux bleuets, tout simplement. Voilà. Ah, très cool. Je veux qu'on change un petit peu de gear. Tu as mentionné, on a parlé un petit peu de biomécanique tantôt. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne. C'est quoi la biomécanique pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme-là? Puis pourquoi c'est important pour monsieur, madame, tout le monde de comprendre un peu la biomécanique? Ah, c'est une bonne question, parce que je pense que c'est même beaucoup d'entraîneurs qui trouvent que c'est pas assez important. Donc, tu sais, mais il y a des gros concepts de base que même en kinésiologie, on n'apprend pas, tu sais, comme les systèmes pneumatiques. Tu ris, mais bien respirer, puis avoir un bon tonus abdominaux. Tu sais, on dit, il faut que tu aies des bons abdos, un bon gainage, un bon core pour soutenir ton dos. Ouais, mais c'est plus que ça. La cavité thoracique aussi, elle compte dans tout ça, là, tu sais, pour le soutien du cou, puis tout ça. Le fait d'avoir un bon gainage, si tu veux pas avoir de problème de hanche, c'est important. Savais-tu qu'en améliorant le gainage, tu peux avoir plus de degrés de liberté dans tes hanches? Donc, si tu vois quelqu'un qui commence à marcher comme Robocop, donne-dis pas 1 million d'étirements de ta hanche, commence par y faire la planche de côté. C'est des choses bêtes comme ça qu'on n'a pas vues en classe, nous autres. C'est des choses comme ça qui sont pas véhiculées à travers la population. Moi, ça me passionne. Pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Je suis pourri en mécanique globale, là, tu sais. Je m'intéresse pas aux chars de gens partant, donc bizarrement, peut-être que ma machine de performance préférée, c'est l'humain, mais je peux voir ça comme ça. Sinon, je pourrais pas t'expliquer. Je suis vraiment dans l'aspect, on va dire holistique, avec tout le tu sais, c'est un terme qui est chargé, là, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, mais il y a un aspect neurologique et il y a un aspect biomécanique dans tout. Présentement, je suis en train de lire quelque chose comme quoi les fameux DOMS, les douleurs du lendemain, c'est dû à un effet biomécanique de pression de la cellule sur, c'est-à-dire de la capsule intrafusale. Il y a des concepts de mécanique là-dedans, comme ce qu'appelle la superposition des pressions, où ce que tu vas... tu sais, si tu mets des ballons gonflés d'eau, tout ensemble, ça va augmenter la pression sur les ballons qui sont dans un même sac, parce que le sac est inextensible. Donc, plus que ça. Mais ta capsule, ton fuseau neuromusculaire, il y a des cellules il y a des terminaisons nerveuses libres, puis il y a des gamma-motoneurones là-dedans. Et il y a des théories très sérieuses qui vont montrer que c'est la pression des liquides sur ces nerfs-là qui va causer les fameuses douleurs du lendemain. Donc ça, présentement, c'est le cutting edge. On n'a pas encore de preuves scientifiques vraiment à toute épreuve, mais c'est les meilleures hypothèses qu'on a, c'est ça. Mais tout ça, bête à dire, j'espère que j'ai pas endormi personne, là, mais c'est la mécanique, c'est quelque chose que tu dois comprendre en ayant une réflexion sur la mécanique. Ton corps, c'est la même chose.
Pourquoi est-ce qu'avoir un bon gainage, c'est important? C'est pas parce que des bons abdos, ça paraît bien sur la plage. C'est parce que t'es comme un tube à dentifrice, tu sais. T'es comme un tube de pâte à dents. Si on pèse, ben, la pâte, elle peut pas sortir. Fait qu'il faut que ça fasse quelque chose. Fait que, donc, en ayant un bon core, tu peux augmenter le tonus, puis tu vas pousser tous les organes, puis le milieu interne, comme ça, puis tu vas décharger le dos. Tu sais, ça, c'est une théorie. Je sais qu'il y a des arguments contre ça, mais ça reste quand même qu'il y a au moins une portion qui est vraie. Fait que c'est toutes ces affaires-là, puis ça me fascine. Je lis ça, puis je suis là, puis oh wow. Je suis comme un enfant, j'ai l'impression de connaître les secrets de l'univers. Ouais, c'est ça. Pas comme Mathieu quand il lit quelque chose sur la nutrition, sur l'insuline ou. Exact. Ouais, c'est clair. C'est quoi soit les mythes ou les croyances, peut-être avec tes clients actuels ou dans le passé, que tu as remarqué en lien avec l'entraînement, justement, le gainage, la musculation chez les femmes, parce que c'est beaucoup des femmes, moi, qui nous écoutent. Ouais. C'est quoi les choses que tu dis, bon, c'est important, on n'en parle pas beaucoup. Nous, en kin, on apprend les concepts de base en biomec, mais pas tant que ça. Donc, c'est quoi les choses qu'au quotidien, t'entends, tu vois, tu as des questions, puis qu'on pourrait réfléchir là-dessus ou juste être conscient de ça, tu sais? Ouais. C'est sûr que le gainage, c'en est un gros. Je pense que ça, ce qui m'intéresse beaucoup dernièrement, c'est la mobilité. Donc, à savoir, on dirait que les coachs qui sont plus mobilité disent « Oh, on va les laisser s'entraîner avec le sol du soleil. Là, nous autres, on lève des poids. » Puis on dirait que les deux, c'est comme l'huile puis l'eau, ça se mélange pas. Mais non, ça peut être très bien. Puis quand tu fais les choses de la bonne manière, avec un minimum pour avoir un certain degré de compétence physique, en tout cas, en mobilité, tu vas énormément diminuer les problèmes biomécaniques, tu vas diminuer les douleurs, tu vas diminuer les risques. Écoute, j'en fais faire à mes bodybuilders. Fait que s'ils sont capables d'en faire, tout le monde est capable d'en faire, mais on pense que c'est juste des affaires, justement, de cirque du soleil. Ça peut se rendre là, mais avoir des compétences minimales sur le bien bouger, c'est important. Puis je pense justement que c'est le terme adéquat quand je dis le bien bouger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compétences dans ce domaine-là. Tu sais, ils sont capables de marcher en ligne droite, ça va. Mais non, es-tu capable d'avoir des degrés de liberté, es-tu capable d'atteindre au-dessus de ta tête, sans que ce soit nécessairement juste avec les numérales? Est-ce que ta scapula bouge bien, ton omoplate est capable? Est-ce que tes côtes sont capables d'avoir une bonne mobilité pour que justement ta scapula bouge bien? Est-ce que tu as une cavité thoracique qui est capable de pressuriser comme il faut pour que justement tes côtes se sentent à l'aise? Fait que tu sais, c'est pas ça que c'est comme des dominos, puis tout est dans tout. Tu dis, oh ouais, il y en a que, oui, donner un petit exercice, ça peut être simple, puis il y en a d'autres qu'il faut que tu te creuses la tête, puis ça devient compliqué. Fait que, tu sais, ce genre de réflexion-là, c'est ce qui me drive énormément. Et je te dirais que si c'est pour la population générale, c'est justement ça, c'est d'acquérir un certain minimum de degré de compétence, d'être capable de bouger dans les 3 plans de l'espace. C'est fallacieux de dire qu'on bouge trop dans le plan sagittal, c'est-à-dire tout ce qui est flexion-extension, là. Parce que c'est le plan qu'on peut le mieux charger dans le gym. C'est normal. C'est le plan dans lequel on va se diriger. Tu sais, la marche, la course, le saut, la fuite ou le combat, c'est des actions qui se passent dans ce plan-là. Le problème, c'est que soit tu mets trop d'emphase à bouger juste dans ce plan-là, puis à le charger avec des gros squats, du gros bench press, ou tu veux mettre trop d'emphase à bouger dans tous les autres plans, sauf celui-là, puis tu vas essayer de faire des 1RM au split squat de côté. Il y a un heureux mélange des deux, puis tu es capable d'avoir une approche intelligente là-dedans. Je pense que la variété, c'est ce que j'entends dans ton discours aussi, de oui, t'entraîner, faire ton squat, ton développé couché, tes deadlifts, tes fentes, mais d'amener de la variété dans ta façon de bouger au quotidien, que ça soit rajouté des petites séquences de mobilité, du yoga, du zumba, name it, là, il y a tellement de façons de bouger. C'est cette variété-là, je pense, qui va nous aider à bien bouger, tu sais, puis à pas toujours faire la même chose pour que biomécaniquement parlant, on soit plus efficace ou que ça développe des déséquilibres musculaires, des blessures et tout ce que ça peut impliquer, là. En fait, moi, je donne beaucoup de circuits de mobilité à mes clientes en perte de poids, puis ils adorent ça. Parce que tu sues, puis tu as vraiment un très bon entraînement, puis en même temps, ben, tu vas pratiquer ce qui est vraiment lieu d'appeler une compétence motrice.
Ouais. Donc, en joignant l'utile à l'agréable, tu fais réaliser aux gens qu'il y a plus que juste ces activités-là, puis t'es pas obligé de devenir un yogi ou un pro du Zumba. Tu peux faire ça chez toi dans ton salon. Tu peux faire ça en groupe aussi si c'est ce que t'aimes. Tu sais, il y a une question de degré, puis c'est plus difficile ça parce que on n'est pas tous mobiles pareil. Tu sais, un cours de débutant en mobilité, c'est plus particulier, c'est plus individualisé. Il y a un plus grand degré de personnalisation qui va là-dedans qu'un cours de base d'aérobie ou de musculation, par contre. Ouais. Non, c'est clair. Puis d'être mobile, d'avoir une amplitude de mouvement qui est acceptable et même qui est optimale, ben ça va t'aider dans ton entraînement de squat, ça va t'aider dans tes performances sportives si tu es quelqu'un qui est plus athlétique, qui fait un sport en particulier. Et souvent, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur la muscu puis le cardio. Muscu, cardio, puis des fois, on va faire un petit peu d'étirement. Puis quand on vient de parler de mobilité, puis qu'on est exposé, j'ai d'ailleurs vécu avec plusieurs de mes clientes la première fois qu'ils ont fait de la mobilité en soi, c'est comme « Oh mon Dieu, tu sais, je pensais que j'étais en forme, ou tu sais, mais finalement, je suis vraiment raide. » Puis, tu sais, puis comme tu dis, ils aiment ça, découvrir ça, puis s'améliorer. C'est une composante qui est très importante, je crois, dans la santé physique globale, tu sais. On peut faire des choses intéressantes aussi. Tu sais, un powerlifter qui est habitué à pousser ton sled, tu peux le tirer en faisant une marche de côté, ce qui va mobiliser tes fessiers moyens, tes adducteurs, tout ça, puis en même temps te faire déplacer dans un autre plan de mouvement. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle les marches animales, comme en fait, tu sais, Christian Thibodeau, il a écrit récemment un article sur le fait que c'était pas des très bons échauffements pour la musculation. J'ai tendance à penser un peu la même chose, mais ça peut être des très bonnes séances à faire à part. Ça peut être des très bonnes choses à joindre même après. Si tu veux avoir un bloc de perte de poids au lieu de faire tes intervalles plats, tu peux faire des déplacements comme ça. Tu peux faire, ne serait-ce que des trucs qui sont issus du parcours. C'est très à la mode aussi. Va pas te sacrer en bas d'un toit, là, pas tout de suite. Mais commence avec des exercices de base de mobilité, d'agilité, de coordination qui peuvent aussi mettre en charge le système musculaire, cardiovasculaire, etc. C'est génial. Ouais, moi j'ai commencé à faire du Animal Flow il y a à peu près 2 ans de tout ça. Incroyable, mon gainage, comment ça s'est amélioré rapidement. Puis je veux dire, j'ai fait du powerlifting aussi, je m'entraîne en muscu 5 fois par semaine, j'ai toujours été dans le domaine de l'entraînement, tout ça. Faire des abdos, du gainage, c'est pas quelque chose que j'aime. Fais-moi faire 10 séries de squats, je vais le faire. Fais-moi faire la planche arc. Fait que je suis comme le genre de fille qui va comme dire « Ah, j'ai fait mon gainage parce que j'ai deadlifté aujourd'hui, donc c'est good. » Mais le Animal Flow, ça m'a tellement aidé. J'étais comme, mon Dieu, j'apprécie maintenant faire du gainage parce que je suis plus forte, je suis plus stable, je suis plus en endurance. J'ai capable de faire des chandelles, des handstands que j'ai jamais fait de ma vie. Sans m'en rendre compte, je me suis mis sur le mur, j'ai lâché le mur, j'ai tenu là pendant 10 secondes. Fait que c'est ça, tu sais, la beauté d'amener de la variété, d'essayer des nouvelles choses. C'est que oui, tu as peut-être un objectif de travailler ta mobilité, mais ce que ça va t'apporter pour tes autres disciplines, ton corps, comment tu te sens, c'est cool, là. Ouais. Écoute, non seulement ça, si tu fais ce genre de choses-là, tu vas avoir plus de mobilité. Imagine quelqu'un qui a de la misère à faire du overhead press. Que ce soit parce que tu es un culturiste qui veut développer ses épaules puis faire du military press ou parce que tu es un athlète qui veut développer l'haltérophilie pour avoir plus d'explosivité. Si tu as de la misère à placer une barre au-dessus de la tête, bonne chance, tu sais. Si tu as une bonne mobilité pour ça, au niveau du thorax d'abord, une bonne stabilité avec ton gainage, ben là, tes épaules vont être capables de développer ce degré de liberté-là sans risque de blessure. Des gains pour tout le monde. Il suffit juste de s'y mettre. C'est vraiment comme la musculation, tu sais. C'est le même degré. Puis ça peut se joindre aussi à ça. Puis je pense que l'avantage, surtout pour une clientèle féminine, ça fait peut-être moins peur. Tu sais, tu l'as dit, tu fais beaucoup de muscu, t'es vraiment le côté meathead. Et pourtant, j'ai pas l'impression que tu vas remplacer She-Hulk dans la nouvelle série qui s'en vient. Là. Je suis un fan de Marvel. Mais tu sais, ça, c'est un autre mythe aussi là, qui vient avec la musculation. Mais pour apprivoiser les gens justement à dépasser ce mythe-là, ça peut être un outil très appréciable. Puis ça a un effet sur ta confiance en toi aussi. Tu sais, moi, je travaille beaucoup aussi, tout le développement personnel, le mindset, le discours interne, souvent qui est négatif, qui est dans le jugement. Tu parlais de la culpabilité, tu sais. Mais quand tu arrives à faire ton premier chin-up, ton premier handstand, à faire tel mouvement, que ce soit en animal flow ou de mobilité, ben c'est encourageant, tu sais. Versus, bon, je vais aller au gym, je vais lever mes 3 séries de 12, j'ai monté 8 livres à 10 livres. Puis
ça peut t'aider après dans ta force, dans ton endurance, dans tes objectifs précis, ben tant mieux, mais juste d'être capable de faire ça, peu importe l'âge, là, tu sais, il y a toujours place à amélioration, mais comme tu dis, il suffit de s'y mettre puis de faire les bonnes choses pour soi, là, aussi, là. Exactement, tu sais. C'est comme je dis, je pense qu'une grosse valeur sous-estimée de ça, c'est que ça va servir de pont. Puis surtout, ça peut être excellent pour ce qui est le terme en anglais est meilleur, là, mais le enabling, tu sais, donner la capacité à la personne de dire, hey, ouais, je peux faire quelque chose, tu sais, quelque chose qui semblait inatteignable. Fait qu'à partir de là, tu poses tes jalons, puis tu vas augmenter ça. C'est très, très, très empowering, tu sais. Absolument. Ah, j'adore cette conversation. Merci, Patrick. Je pourrais continuer pendant des heures. Au pire, on fera une partie 2 si on a des questions qui nous viennent là, après que les gens aient écouté l'épisode. Comment est-ce qu'on peut te suivre ou si on veut travailler avec toi? Là, je sais que tu fais de la thérapie manuelle, tu as des clients. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de tout ton savoir et de ta personnalité si jamais il y en a qui sont intéressés à connecter avec toi? Le mieux, c'est vraiment par mon Facebook sur physique avec un K, athlétique avec un K. Je publie là, surtout sur ma page personnelle, Patrick Gagnon aussi. Je m'en sers vraiment pour publier des petits textes qui mélangent humour, humeur et vulgarisation scientifique sur l'entraînement, la nutrition, la méthodologie d'entraînement aussi que j'adore. Donc, tout ça, ça va être plus par les réseaux sociaux. Parfait. C'est vraiment comme ça. Cool, je vais mettre ça dans la description du podcast. Merci Patrick, je te pose toujours la même question à mes invités en fin de conversation qui n'a pas rapport nécessairement au sujet qu'on a abordé, mais je suis curieuse de savoir, je vois beaucoup de livres en arrière, fait que tu as peut-être passé à travers beaucoup de citations dans ta vie. C'est quoi ta citation préférée ou un mantra préféré que tu as, puis pourquoi? Quand tu arrives au bout de ta corde, fais un nœud puis accroche-toi. Ça vient de Dwight Eisenhower, qui est un peu une méthode un peu plus moderne de dire quand tu es au milieu de l'enfer, continue à marcher ou à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais ça revient... Moi, j'ai une philosophie qui se rapproche vraiment beaucoup du bouddhisme. Puis ça dit... Les bouddhistes sont fameux pour dire « ça aussi, ça va passer ». Ouais, « This too shall pass ». Vis dans le moment, savoure le bon. Puis quand tu passes du mauvais... que ce soit la déprime, que ce soit les coups durs, que ce soit les moments tristes, accroche-toi, ça va finir par passer. C'est pas une question d'avoir un espoir bête, c'est juste une question que l'univers avance qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ouais. Tu vis dans le moment, puis ne t'attarde pas aux circonstances présentes nécessairement, si elles sont mauvaises. Il y a toujours un œil sur ton chemin, puis un œil sur ton but, tu vas avancer. Meilleure façon de finir un podcast. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, Patrick. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions pour nous, du feedback, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, encore une fois, merci, Patrick. C'est super apprécié. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour la belle invitation. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.